C'est l'heure du mot de la paracha de cette semaine, une paracha extrêmement riche cette semaine, la paracha de Trouma, qui est la première paracha consacrée donc au Mishkan. Nous allons en parler au cours des prochaines semaines et ce matin, nous sommes heureux de recevoir dans notre studio le rabbin Saadia Morali. Rav Morali, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être venu de Ra'anana dans notre studio pour commenter cette paracha de Trouma et pour parler également de votre ouvrage, l'ouvrage qui sort ces jours-ci en Israël et en France, que l'on peut trouver, qui s'intitule Lecture plurielle. Alors j'espère qu'on va pouvoir le voir. Commentaire sur la paracha et les fêtes, c'est donc tout à fait d'actualité. Nous allons en parler. Peut-être que nous allons piocher un enseignement de ce livre sur la paracha de Trouma. Nous allons y revenir et nous parlerons également à la fin de cet entretien de votre famille et de vos prestigieux ancêtres, de votre père qui était le grand rabbin Simon Morali, qui a été grand rabbin de Nice, principalement, et on va parler de lui, et puis de votre ancêtre, le grand rabbin et le dayan Yitzhak Morali, qui était un dayan réputé à Alger. Nous en parlerons à la fin de cet entretien, mais pour l'instant, nous allons nous focaliser sur la paracha de la semaine et sur les enseignements que nous fournit cette paracha, en particulier autour du Mishkan. Quelle est l'importance de ce Mishkan dans le déroulement aujourd'hui, dans le déroulement de l'histoire du peuple juif au moment où il sort d'Égypte, il vient de recevoir la Torah, il n'a pas encore, ou on ne sait pas encore s'il a déjà fauté sur la faute du vaudor ou pas. Quel est l'enseignement, l'un des enseignements majeurs que vous nous fournissez dans ce livre, Lecture plurielle, et qui vous semble pertinent ? Oui, alors on pourrait tout d'abord, avant d'aborder le sujet de Parashat Trouma, en fait le replacer dans un contexte. On a l'habitude de dire que chaque paracha en soi, elle est source d'enseignement. Mais le Seder, c'est-à-dire l'ordre des parachiotes, est aussi source d'enseignement. Voilà. Alors, le Tlalei Chaim, le Chalban, nous donne une explication intéressante. Il nous dit, reprenez les parachiotes du Sefer Shemot et vous allez voir ce qui se passe. Vous avez les premières qui sont Parashat Bo, Vaera, Beshalach. Elles parlent de la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim. Et dans ces parachutes-là, très peu de mitzvot assez, c'est-à-dire des mitzvot positives, des mitzvot négatives, bien sûr que l'on trouvera. Et donc ça, c'est la première partie, ça correspond à la fête de Pessah. La seconde partie, ce sont les parachutes de Yitro Mishpatim, qui sont en relation avec le don de la Torah et qui sont en relation avec la fête de Chag HaShavuot. Oui. La troisième partie, ce sont les 5 parachiotes que nous abordons maintenant et qui sont en relation avec la construction du Mishkan, Ve'asuli, Migdash, Ve'shachanti, Betocham. Et à cela, alors on dit, ça correspond à la fête de Sukkot. Alors pourquoi Sukkot ? Parce qu'en fait, on est dans la même situation. Dans la situation d'un Mishkan, si on réfléchit bien, on est en train de dire qu'Akadosh Baruch Hu est présent dans le monde entier, mais on lui fait un petit endroit, un petit espace. Bon, quand bien même plus ou moins beau, merveilleux, mais on le concentre sur un moment donné, sur un espace donné. Et bien, la soukha, c'est exactement le même phénomène qui se produit. En rentrant dans cette soukha, on sous-entend que la shrina, la présence divine, est présente à ce moment-là dans cet espace, et donc on le concentre. D'où l'idée que les 3 fêtes-là en question, Pessah, Shavuot et Sukkot, correspondent en même temps à la lecture du déroulement des parachiotes. De Shemot. Alors maintenant, si nous voulons aborder la paracha de Trouma, je dirais peut-être nous devons l'aborder sur 2 plans, avec 2 questions. D'abord, l'importance du Mishkan. Pourquoi, en fait, Akadosh Baruch Hu, tout d'abord, nous donne la Torah, mais nous donne une mitzvah spécifique qui est la mitzvah de construire un Mishkan ou une résidence. Oui. Et puis la seconde chose, alors qui est le paradoxe, si c'est tellement important, si on fait tellement d'efforts pour construire ces Mishkan, pourquoi y a-t-il eu 2 destructions de premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash? Okay. Alors si vous voulez, on peut commencer à voir déjà la première question. Alors par rapport à la première question, il y a 2 approches. Une approche, c'est de savoir quand est-ce que nous avons reçu la mitzvah de construire un Mishkan. Alors, on voit le déroulement. Apparemment, c'est tout de suite après le don de la Torah. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a le don de la Torah. Moshe Rabbeinu redescend et il casse les Luchot Abrit, les tables de la loi,
Et on est dans la situation où le peuple, quand on accomplit la chet égale à zav, la faute du veau d'or. Oui. Bon, alors si c'est ça, si ça correspond à cette historique-là, on a compris qu'il y a un décalage, puisqu'on a commencé à parler d'un mitzvah de construction, et c'est seulement parachat Kitissa, dans 3 parachiotes, que nous allons intervenir. D'accord ? Ok. C'est En Mugdam En Mouchar Batorah. C'est un principe qui est mentionné en particulier dans cette période-là. Exactement. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la fonction du Beth Amikdash est venue pour réparer la faute du Chet Egal Hazav. Ouais. C'est-à-dire qu'on a maintenant un outil, vous allez, on va accomplir des avérotes, d'accord, des transgressions. Mais comment allons-nous réparer toutes ces transgressions ? Par le principe de la tchouva, mais aussi par le principe qu'on a un Beth Amikdash, on offre un sacrifice, et donc on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et donc c'est un ta'alir, un processus qui est en train de s'établir. La faute, et je vous donne la réparation de la faute, Beth Amikdash, première version. Deuxième version, en fait, le Zohar HaKadosh nous dit tout à fait autre chose. Il nous dit non, on a reçu la mitzvah de construction dès le moment où on a reçu la Torah. Et alors, donc, vous voyez, 2 hypothèses de travail. Alors, pourquoi nous demander une telle chose ? Réponse. Parce qu'en fait, Hachem veut un diral et tartonim, c'est-à-dire une résidence céleste sur terre. Et donc, la réponse est différente. L'attente d'Akadosh Baruch Hu est différente. Et donc, si on travaille avec ça, on a compris l'importance. Maintenant, une allusion que nos Rachamim nous disent, la parashat Trouma, Mila, le mot Trouma est composé des lettres Torah et Mem. Mem étant l'allusion aux 40 jours en question du don de la Torah et en même temps de la mitzvah de construction du Mishkan. Voilà. Ça, on a donc 2 hypothèses de travail. Soit c'est par rapport à la faute et donc la réparation, soit c'est non. Akadosh Baruch Hu veut résider ici même et faire en sorte que la Shrina soit déjà présente et rayonnante. Alors, c'est important de trouver une réponse à cette question. Est-ce que la Torah finalement donne, les commentateurs, les Mefarshim donnent une réponse à cette question, ou alors finalement on se partage les 2 options possibles, c'est-à-dire soit de dire que bien le Mishkan c'est une tolada, une conséquence de la faute du veau d'or, ou alors c'était quelque chose qui était absolument nécessaire, en particulier après ce qui s'est passé sur le Har Sinaï, où on a vu que le peuple, d'une certaine manière, avait la capacité avait des difficultés à être directement en contact avec la puissance de la providence divine, et qu'il fallait peut-être d'une certaine manière... Alors, votre question, je la ressens tellement, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout l'enseignement de la Torah donne l'impression, vous savez, d'aller à chaque fois dans différentes facettes de la Torah. On dit qu'il y a Shivim Panim la Torah. Bien sûr. Et donc, c'est pas qu'il y en a une contre l'autre, mais c'est que manifestement, c'est un puzzle qu'on est en train de reconstituer en étudiant la Torah et qui nous donne la possibilité à chaque fois de rajouter une pièce. Si le livre s'appelle Lecture plurielle, c'est parce que j'ai voulu en fait rapporter les enseignements du Klal Echaim qui s'appuie sur le Zohar et ainsi de suite. Alors, qui c'était le Klal Echaim Le Klal Echaim, c'est un contemporain. C'est le nom de l'ouvrage du Chalban et du Rav Sasson. Alors, qui c'était? Parlez-nous un peu du Chalban. C'est une figure assez particulière. Exactement. Mais qui est un contemporain, qui existe de nos jours, qui donne encore des cours. Il est un des 4 Mekoubalim qui continue à divulguer la Torah. Chalban, ça veut dire le laitier. Le laitier. Mais vous savez, c'est Gad, la laiterie Gad. Il est un des propriétaires de la laiterie Gad. Donc c'est un Mekoubal, un kabbaliste qui travaille et qui est donc effectivement laitier de profession. Exactement. Alors, ça c'est important, c'est-à-dire peut-être qu'il faudrait en parler un peu plus longuement de cette personnalité tout à fait particulière du Chalban. Mais donc vous êtes inspiré de son enseignement pour transmettre en français donc ces commentaires sur la paracha. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin ? Alors je vais vous dire, outre le fait que j'ai un fils qui étudie dans la yeshiva du Rav Reuven Sasson, et qui est le co-auteur avec le Chalban, il y a cette démarche nécessaire aujourd'hui, c'est de comprendre. Et la Chassidoute, la Kabbalah, la Chassidoute aussi, nous donne une explication que l'on ne trouve pas forcément chez les commentateurs traditionnels. D'où la nécessité d'apporter une plage d'informations pour satisfaire la soif des uns et des autres. En tout cas, la mienne, c'était sûr. Maintenant, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui participeront à cet effort. Alors, Rav Sadia Morali, je disais que vous veniez de Ra'anana, vous habitez à Ra'anana et vous êtes, c'est important de le souligner, vous êtes vous-même aumônier au sein de
la police israélienne, des prisons, aumônier des prisons israéliennes. Je ne pense pas me tromper en disant que vous êtes rentré à l'époque où l'aumônier général des prisons était le grand rabbin Albert Hazan, ou presque, hein, parce que Albert Hazan il reste à marquer, puisque c'est un francophone qui est venu de Strasbourg et qui s'est installé, qui a reçu une fonction extrêmement prestigieuse dans la police et dans l'administration pénitentiaire. Mais donc vous êtes rentré tout de suite après. Je veux donner une précision, sous la tutelle du grand rabbin Hazan Zatzal, mais aussi en fait par l'action efficace du grand rabbin de l'époque qui était l'aumônier général, le rabbin Toledano, l'ancien rabbin de Nancy. Et qui était lui-même aussi francophone. Il y a une certaine tradition que dans les prisons, dans l'administration pénitentiaire, les aumôniers sont francophones. Une partie. Alors, on n'a pas le temps de parler peut-être que ça sera l'occasion de revenir une prochaine fois pour parler de votre fonction d'aumônier général, d'aumônier des prisons en Israël. Mais puisque ce livre mentionne aussi le souvenir de votre père et de votre grand-père, en particulier de votre grand-père, le Dayan Yitzhak Morali, c'est l'occasion de parler d'eux. Qui étaient donc vos ancêtres, parlons du rabbi Yitzhak Morali, c'était un Dayan qui était connu à Alger. Quel était son impact dans cette communauté d'Alger qui, on va dire, était très francisée, on peut le dire. Hein. Oui, mais c'était l'époque. On est entre la période de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Il y a déjà une intégration qui est en train de se produire en Algérie, mais cela dit, il y a des personnalités du monde rabbinique qui ont maintenu les sources et les références à la Torah. Si on prend l'exemple de mon grand-père Zatzal, qui était le Dayan d'Alger, donc à un moment déterminé, il est connu comme poète, mais aussi il est intervenu dans la vie, dans la vie quotidienne au niveau religieux, à l'Afrique. Et il laisse, grâce à l'intervention des cris du Rav Dr Zini, à qui j'ai demandé d'écrire quelques mots sur mon grand-père. Le Rav Eliaou Zini du Ternion. Exactement. Et il l'a fait très bien. Et il donne une autre facette, en fait, de son engagement, de l'engagement de mon grand-père, donc à Alger. Mais ce qui, moi, me passionne, c'est de voir que, donc, nous venons d'Algérie, donc nous étions dans l'exil de l'islam. Mon père, qui était grand-père en France, on est venu dans l'exil de Édom, vous avez compris. Et troisième génération, on essaye de venir en Israël pour reconstruire la nation juive, j'entends. Hein. En perspective de la Géoula. Exactement. Donc, 3 générations de rabbins, mais bien sûr prestigieux, mon grand-père et mon père. Alors, et votre père était, je le disais, grand rabbin de Nice, il était grand rabbin de Nancy aussi. Oui, tout à fait. C'est un homme qui a traversé aussi la période de la Shoah. Comment résumer sa personnalité? En quelques mots, c'est un peu difficile de vous le demander comme ça. Mais... Oui, peut-être à la guide, on peut dire la chose suivante. En fait, rabbin d'après-guerre, donc qui a connu la Shoah, puisqu'il il était dans l'armée française quand les Français ont réaccepté les rabbins et les juifs dans l'armée française. Et il a reconstruit, il a participé à la reconstruction des communautés juives, entre autres à Nancy, puis à Nice. Et donc, après-guerre. Ouais. Et donc, c'est tout un effort de reconstruction après cette Shoah qui a totalement détruit le judaïsme de France. Et il fallait à l'époque que des rabbins soient présents pour restituer, en fait, redonner vie au judaïsme français qui était particulièrement affecté. On en parlait dans le cadre d'un ouvrage aussi dont on a déjà parlé sur le grand rabbin Henri Chili, qui était un ami de votre père et qui était lui aussi directeur du séminaire. C'est lui directeur du séminaire rabbinique pendant 25 ans. C'est la même génération. Voilà, la même génération de rabbins qui ont été sollicités pour permettre au judaïsme français de ressurgir des cendres de la Shoah. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Rav Saadia Morali, de nous avoir éclairé sur la paracha de cette semaine, de la paracha Trouma, et de nous avoir d'être venu nous présenter votre livre. Je le rappelle, je ne sais pas si on peut le voir. Voilà, ici, voilà. Lecture plurielle. Donc, édition Lishma. C'était les éditions Lishma, il faut le souligner, de notre ami Yosef Azoulay. On a la possibilité d'acquérir cet ouvrage, en fait, par Internet, tout simplement, en commandant édition Lishma. Il faut rentrer dans le site des éditions Lishma et le commander.
commander. Et le commander. Et on peut le trouver en Israël à part cela. D'ici peu de temps, on arrivera à le trouver aussi dans des librairies françaises. Des librairies françaises en Israël. Donc, lecture plurielle de commentaires sur la paracha et également les fêtes. Un livre du rabbin, du Rav Saadia Morali. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne chance pour votre livre et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chodesh Tov. Et Chodesh Tov, effectivement, on peut le dire, puisque nous sommes le premier jour du mois d'Adar et voilà. On nous souhaite un joyeux mois d'Adar. Est-ce que je peux rajouter un point? Un petit mot, oui. Adar, qui se décompose à Dar, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu habite. Dar avec nous. Il a fait. Voilà, très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin, un mot particulièrement sympathique et joli pour terminer ce mot de la paracha, cette chronique de la paracha de la semaine consacrée à la paracha de Trouma avec le Rav Saadia Morali. Nous allons terminer ces émissions et ce sont les émissions de Cathy Choukroun qui vont suivre dans quelques instants comme chaque matin. Permettez-moi pour ma part de vous souhaiter Shabbat Shalom, Chodesh Tov effectivement puisque c'est le début du mois d'Adar et on se retrouve avec beaucoup de plaisir dimanche matin pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita.